Allez, bonjour à tous, c'est Xiliox. Dans cette vidéo, on va essayer de faire un petit craft and play un peu particulier, tout simplement parce qu'on va utiliser une carte qui n'existe pas encore, qui a été révélée sur les sites de FFG. Donc dès à présent, je vous avoue, va y avoir un gros spoil dès le début de la vidéo. Donc si vous ne voulez pas être spoilé des nouvelles cartes, il n'y a pas de problème, c'est votre droit. Mais du coup, ça sert à rien de regarder cette vidéo parce que sinon, elle sert absolument à rien sans la première carte que je vais vous présenter. Bon, je considère que bah, si vous voulez être protégé de ces spoils d'internet, c'est déjà fait. Maintenant, je vais vous présenter la fameuse carte en question. C'est celle qui va apparaître dans le deuxième cycle, pardon, dans le deuxième paquet du cycle 9. Je me rappelle plus comment ça s'appellera. Mais c'est pas très grave. On sait d'ores et déjà que le contrat qu'il va y avoir dans ce pack aventure là, ça s'appellera en avant les trois chasseurs. C'est une carte qui est comme le premier contrat, la communauté, qui était paru dans Une ombre à l'Est, a la particularité d'être double face. Déjà, elle impose des critères sur la façon dont vous avez le droit de construire votre deck. Après, il faut faire certaines choses. Je vous rappelle, dans le premier contrat, il suffisait simplement d'accumuler 9 personnages uniques et après on avait droit de retourner cette carte, sachant que dans son deck on n'avait pas droit d'inclure des personnages non uniques. Et après, quand on le retournait, on n'avait plus droit de jouer d'alliés du tout. On avait droit de garder juste ces 9 personnages. Et on a gagné plus en volonté, plus en attaque, plus en défense sur chacun de nos personnages. C'était super fort. La deuxième a l'air super forte aussi. Enfin, je sais pas si ça va être la deuxième ou la troisième, puisqu'entre temps il y aura les Kourou Destructeurs. Peut-être qu'il y aura un contrat par pack aventure, ça on ne sait pas. Alors du coup, en avant les trois chasseurs, qu'est-ce qu'elle fait? La première ligne déjà elle fait mal, elle dit simplement votre deck n'a pas le droit d'inclure de cartes alliées. Donc voyant ça, le dessin représente Legolas, Gimli et Aragorn. On comprend bien, c'est la phase où ils sont en train de traquer les orques pour essayer de récupérer Merry et Pipin. Et toute la partie un peu en solo où ils vont faire leur micro-quête de leur côté pour essayer de réunir la communauté. À partir de là, on vous dit que la première carte restreinte, alors dans le premier attachement restreint que vous allez jouer sur chaque héros à chaque tour, va être réduit de 1. Ouais, c'est ça. Et que en plus, vous avez le droit de jouer un attachement restreint supplémentaire sur chacun de vos personnages. Donc ça veut dire que vous aurez le droit d'avoir 3 attachements restreints. Et le premier que vous jouez chaque tour donc coûtera -1. Si jamais vous voulez utiliser la deuxième capacité de cette carte, il faudra attendre la phase de restauration. C'est le principal défaut de cette carte, c'est que c'est pas pile au moment où ça va se produire, il va falloir attendre la phase de restauration. C'est si chacun des héros que vous contrôlez a au moins 2 attachements restreints, vous pouvez retourner cette carte. Mais ça, ce sera une action que vous pourrez faire pendant la phase de restauration. Donc ça veut dire à la fin du tour, ou pratiquement à la fin du tour. Quand on retourne cette carte, on comprend que c'est fort. C'est que déjà, chaque héros que vous contrôlez euh, donc a toujours droit d'avoir un attachement restreint supplémentaire. Ce serait con qu'effectivement en retournant la carte on perde les attachements qu'on a en trop. Mais surtout ils gagnent plus 1 en volonté pour chaque attachement restreint qu'ils ont sur eux. Donc typiquement vous prenez un héros, vous lui mettez 3 attachements, il aura plus 3 en volonté. Deuxième effet de cette carte, ça va être une carte qu'on va pouvoir utiliser juste en l'inclinant. Incliner cette carte et soigner 1 point de dégâts à chacun des héros que vous contrôlez. Ce qui est super bien pensé encore une fois, puisque les meilleurs healers du jeu ce sont des alliés. Et si on n'a pas le droit d'avoir d'alliés, le soin va être restreint à très peu de cartes, genre remettre des nuits de daim. On va avoir le Lambas, mais le Lambas il peut être attaché qu'au Noldor et au Sylvain. On va avoir les herbes médicinales, mais ça c'est pareil, je crois qu'il faut être rôdeur pour les porter. Donc sans cette petite ligne en plus, le deck il est très difficile à jouer, mais c'est super malin, ils ont pensé à faire ça. Donc ce deck, les trois chasseurs, je vais le mettre juste là, ça c'était le principe du contrat, c'était la première partie de ce deck building. Maintenant, il faut réfléchir dans la deuxième partie à quel héros on va choisir. Donc ça veut dire qu'on va jouer qu'avec des héros, on va jouer avec 3 héros et 3 héros seulement. On peut se dire qu'il va falloir aller à la fois en quête, il va falloir à la fois défendre, il va falloir à la fois attaquer, et parfois plusieurs fois parce que des fois on aura plusieurs ennemis engagés contre nous. Donc il faut des personnages qui soient forts en volonté, polyvalents,
et qui puisse se dégager souvent. Donc il y a déjà plein de versions de ce deck qui existent sur internet. Moi je suis pas du tout parti dans la même optique que mes différents camarades. Je vous avoue que je suis parti sur Éowyn directement, tout simplement parce que elle est tactique et que les attachements restreints, il y en a énormément de tactiques, donc il me fallait impérativement un personnage tactique. J'ai cherché dans tous les personnages tactiques celui qui était à la fois le plus polyvalent et qui régissait les différents critères que je viens de vous citer. Déjà, elle a 4 en volonté, ensuite elle vaut que 9 en menace et à la mise en place, elle va valoir 3 de moins. Donc ça veut dire qu'on va commencer plus bas en menace, ce qui est intéressant sur un deck qui va être un petit peu plus faiblard dans les deux, peut-être 3 premiers tours. Et en plus, son effet action, ça va nous permettre de la dégager pour pouvoir effectuer une attaque à 10. Donc si vous êtes dans la panade au début de la partie, ça peut vous sortir de pas mal de situations. Après, pour le choix des deux autres héros, je vous avoue que je suis resté sur deux idées. La première, c'est que si jamais je jouais en trisphère, j'aurais accès au maximum d'attachements restreints. Donc j'ai essayé de chercher plutôt des personnages des autres sphères. Et deuxièmement, je voulais beaucoup de redressement, des capacités de redressement. Donc je me suis surtout concentré sur tous les personnages qui étaient axés sur le redressement des personnages. Les deux meilleurs que j'ai essayé de jouer à plusieurs reprises et j'ai jamais réussi, c'était Legolas et Gimli de la boîte 7, du cycle 7, pardon. Ces deux personnages qui sont faits pour jouer ensemble, parce que tout simplement, Legolas, il est énergie, et quand il va s'engager en quête, on pourra défausser une carte pour redresser un autre héros. Et si ce héros est Gimli, il gagnera plus 1 en volonté. Et Gimli, c'est sa version commandement. Lui, c'est quand il va défendre. Si jamais on paye une ressource, on peut redresser n'importe quel héros. Et si ce héros est Legolas, il pourra gagner plus 1 en attaque. Donc là, avec ces trois personnages-là, on a beaucoup de volonté, beaucoup de polyvalence. On a pas mal de points de vie grâce à Gimli. Legolas a quand même 4 points de vie, donc ça va nous permettre de tanker des dégâts d'archerie, et ce qui est très important parce que malheureusement, Éowyn n'a que 3 points de vie. Et on a beaucoup de solutions pour se dégager, c'est-à-dire pour redresser nos personnages. Je vous avoue qu'un des deuxièmes points forts de ce deck, c'est le multi. Parce que il est encore plus fort en multi. Déjà en solo, il est vraiment super fort. Mais en multi, il est colossal. Je vous dis, jouer les 3 chasseurs en multi, c'est vraiment la fête, quoi. Donc c'est important d'avoir ces deux héros-là parce que Gimli, il a Sentinelle et Legolas, il a à distance. Donc quand vous jouez en multi, déjà le deck est super fort. Mais en plus, Legolas, il va pouvoir attaquer chez tous les autres joueurs. Et Gimli va pouvoir servir de défenseur chez tous les autres joueurs. Je vous avoue que partant de ces trois personnages, de ces trois héros, sur le concept, ça semblait extrêmement fort. J'ai eu le temps de faire que 5 parties test, dont 2 en multi. Les 2 en multi ont été vraiment une formalité, même sur le dernier scénario, là, je sais plus comment ça s'appelle, le Temple Maudit. On a joué à 2 le Temple Maudit, ça a été une tuerie, quoi. Ça a été la curée absolue. En solo, c'est un tout petit peu plus dur parce que les contrats, vous l'avez vu dans mes dernières vidéos, sont beaucoup plus difficiles à mettre en place. Donc il nous faut toujours 1, 2 ou 3 tours pour les mettre en place. Donc ça veut dire qu'il y a une grosse période de faiblesse en début de partie. Voilà, donc maintenant je vais vous présenter la suite. C'est bien évidemment, il faut des attachements. On a 3 personnages, il nous faut des attachements restreints. Donc quel attachement restreint on va pouvoir mettre à chacun de ces 3 héros? Donc c'est simple, vous prenez tous les attachements qui sont de couleur neutre, tactique, énergie et commandement, et vous vous dites lesquels je voudrais mettre à chacun de mes personnages. Donc le premier qu'on veut éventuellement mettre à Éowyn, ce sera tous les attachements qui vont augmenter sa volonté. Puisqu'elle est déjà très forte en volonté, elle va aller en quête tous les tours, ça vaut le coup d'augmenter sa volonté. Donc moi j'ai pensé à la pierre de Célébriand qui va augmenter de 2 sa volonté. Donc ça va être plutôt fat. Alors on n'utilise pas les deuxièmes capacités, mais celle pour consacrer à Aragorn. Mais n'oubliez pas qu'avec le contrat, la pierre de Célébriand, vous allez la payer que 1. Et augmenter de 2 la volonté pour une seule ressource au premier tour, c'est super fort. Après, comme je me dis que ce personnage il va avoir beaucoup de volonté, notamment quand on sera en phase B, je vous rappelle, Éowyn, si vous arrivez à lui mettre 3 attachements restreints, elle va avoir plus 3 en volonté, grâce à la quête B de les 3 chasseurs. Du coup, elle aura déjà 7 en volonté. Donc quand tu as 7 en volonté et que tu es un personnage Rohan, t'essaies d'utiliser ta volonté aussi pour défendre et pour attaquer. Donc moi j'ai mis le bouclier d'or.
Ça permet à un personnage pour une attaque, il faut que le personnage soit au rang bien sûr, pour une attaque de rajouter sa volonté à sa défense. Donc Éowyn, vous allez le voir dans ce deck, elle va monter à 11, 12 de volonté. Quand vous rajoutez 11 ou 12 en défense à un personnage, à part un effet d'ombre monstrueux, normalement vous tankez tout le jeu entier avec ça, hein. Ensuite, j'ai pensé à Erugreen parce que, en un seul exemplaire par contre, parce que des fois ce sera intéressant de pouvoir attaquer avec Éowyn. C'est un attachement qui coûte très cher, il coûte 3, même avec 1 de réduction il va coûter 2. En plus il est en énergie, il n'y a que Legolas qui va générer des ressources en énergie. Donc ça va être compliqué de le jouer, c'est pour ça que je l'ai mis en non exemplaire, c'est un peu comme on dit, la petite gourmandise au cas où, parce que c'est effectivement en fin de partie quand vous allez avoir 10 ou 12 en volonté, attaquer avec Éowyn à 13, avec son effet vous pouvez attaquer jusqu'à 20, 22, ça m'est arrivé une fois, hein, vous attaquez à 22 avec Éowyn, vous pouvez peut-être même arracher un dragon en un coup, quoi, ce qui est pas mal. Les derniers attachements auxquels j'ai pensé, c'est Windfalla, parce que c'est aussi restreint que grâce à les 3 chasseurs, le contrat, pardon, et ben vous allez la payer pour 0. Ça lui fait augmenter de 1 sa volonté, et en plus ça vous permet, si jamais il y a des mauvais effets d'ombre, ou pardon, des cartes traîtrises, qui vous font virer un personnage de la quête, et ben ça va annuler cet effet. Voilà, donc je savais pas si je devais vous parler du prochain attachement, mais je vais quand même en parler maintenant, c'est Grand Pas. Alors Grand Pas, c'est pas un attachement restreint, donc ça ne marchera pas avec les 3 chasseurs, mais ça fonctionne parfaitement avec toutes les combos que je viens de vous citer pour Éowyn, tout simplement parce que c'est un attachement pour 1, qui fait que si jamais vous avez 5 personnages ou moins, le personnage auquel il est attaché va gagner 2 en volonté, donc ça va beaucoup augmenter la volonté d'Éowyn, pour seulement une ressource, donc vous allez voir ici les ressources, surtout commandement et tactique, on n'en a pas trop besoin, donc ça vous permet d'aller récupérer les ressources que vous ne vous servez pas pour augmenter la volonté d'Éowyn. Ainsi, vous pourrez buffer à la fois sa défense, éventuellement son attaque, son pouvoir de volonté, et surtout, si jamais vous venez à perdre un des héros, ce qui peut arriver, la deuxième capacité de Grand Pas s'active, et à partir de là, Éowyn ne s'activera plus pour aller en quête, ne s'inclinera plus pardon, pour aller en quête, ce qui peut être très utile. Voilà, donc là c'est la partie consacrée à Éowyn, je vais juste mettre ça ici. C'est important d'avoir tous les attachements restreints d'un côté pour vérifier l'équilibre du deck, j'en parle juste après. Pour Gimli, c'est simple, je vais en faire mon personnage défenseur, le meilleur de tous les attachements en combo avec ce contrat, c'est l'équipement de guerre. L'équipement de guerre, pourquoi? Parce que vous allez voir, il y a très très peu de cartes dans ce deck qui vont utiliser les ressources tactiques, donc ça va pas bloquer le développement de notre deck, et en plus donc pour une ressource au début de la partie vous pourrez mettre directement 2 attachements restreints, et ça c'est très important parce que vous allez pouvoir très vite déclencher la phase B de ce contrat. Donc ça, si vous l'avez en main de départ, c'est vraiment un gros plus pour gagner le scénar, hein. Au passage, il va gagner plus 1 en attaque, plus 1 en défense, plus 2 points de vie. Du coup, il va avoir 3 attaques, 3 en défense et 7 points de vie. Ça vous fait un très bon tank, hein. Toutes les attaques que Éowyn ne pourra pas tanker, lui, il pourra les tanker une ou peut-être même 2 fois. Après, j'ai mis des destriers bardés puisque c'est un attachement restreint. Ça va vous permettre de faire des défenses plus solides parce que vous allez effacer les cartes ombres, donc c'est plutôt sympa. J'ai mis un bouclier nain tout simplement parce qu'il rajoute 1 en défense, que potentiellement il peut ne valoir que 1. Et surtout parce que sinon je le joue jamais cet attachement, donc là j'avais envie de le mettre au moins une fois. C'est pareil pour la cotte de maille. La cotte de maille je l'ai mis pour plusieurs raisons, parce que souvent je me suis aperçu qu'il manquait des points de vie à Gimli, j'avais pas assez d'attachement restreint pour Gimli, et je voulais un truc qui coûte pas très cher, puisqu'il va valoir que 1, et que de toute façon les ressources tactiques on s'en sert pratiquement pas dans ce deck, donc c'était important de chercher des attachements restreints qui soient tactiques. Donc ça commence à faire plusieurs conditions et j'ai trouvé celle-là. Et après, l'armure de la citadelle. Ça c'est la carte de ma femme, puisque c'est ma femme qui joue ce deck. Moi je préfère l'armure ancestrale, hein, en commandement, mais elle l'aime pas du tout, donc elle préfère une carte tactique, parce que plein de fois quand elle a joué, elle a vu qu'il y avait plein de ressources sur Éowyn, que ça l'agace, que ces ressources ça servent pas. Moi je suis d'accord avec elle. Du coup, on a mis une armure de la citadelle. Voilà. Vous pouvez très bien la remplacer par d'autres cartes, il n'y a pas de souci, quoi. Voilà. Mais après, au passage, hein, avoir beaucoup de points de vie sur Gimli, ça va être vraiment très cool. Donc je vous encourage quand même à garder cette armure de la citadelle. C'est vrai que c'est quand même très fort.
Les derniers attachements, c'est sur Legolas. C'est là où j'ai eu le plus de problèmes parce que trouver des attachements restreints qui vont bien avec Legolas, c'est pas facile. Donc moi j'ai joué les coutelas de la forêt noire parce que tout simplement dans la première étape de contrat elle va valoir que 1. Ça augmente à la fois sa volonté et son attaque. Et je vous avoue que on va mettre pratiquement Legolas tous les tours en quête. J'ai mis 2 lames de Foncombe puisque ça va lui permettre d'attaquer plus fort et plus vite. J'hésite vraiment à en mettre un troisième parce que même quand vous mettez 2 lames de Foncombe sur Legolas, faire moins 4 en attaque, ça vous permet pratiquement d'arracher n'importe quel ennemi. Le problème c'est qu'avec seulement 3 d'attaque, des fois ça suffira pas pour tuer des ennemis, donc c'est important d'augmenter sa valeur d'attaque. J'ai cherché par exemple des arcs de Foncombe ou des arcs des Galadrim. Le problème c'est que ces attachements ils sont pas forcément restreints et que du coup bah, ça va pas activer les 3 chasseurs. C'est très important d'avoir des attachements restreints qui en plus augmentent l'attaque. Voilà, dernier attachement restreint, puisque bah, vous le voyez, il y a à peu près le même nombre d'attachements restreints pour chaque héros. J'ai mis Nivacrin. Nivacrin pour 2 raisons, parce que d'une, mais je me suis inversé. Nivacrin c'était pour Éowyn. Bon, c'est pas très grave. Mais Nivacrin, en fait, l'idée c'est que ça va nous permettre de redresser un héros si vous faites un succès de quête. Donc si vous le mettez sur Éowyn, quand vous faites un succès de quête, ça vous permettra de le redresser. Et Windfalla, j'avais prévu pour Legolas essentiellement, parce que si jamais on n'a pas 2 attachements restreints, pardon, ça nous permet de passer en phase B des 3 chasseurs, tout simplement en mettant Windfalla. C'est pareil, c'est un attachement qui est certes énergie, mais comme il coûte que 1, comme Nivacrin, il va coûter 0 en phase A du contrat. Ça va augmenter sa volonté de plus 1. Et quand vous serez en phase B, ça va augmenter sa volonté de plus 2. Donc c'est très très fort. Alors pourquoi là j'ai mis les attachements restreints comme ça, vous le voyez, c'est parce que dans ce deck il va y avoir 50 cartes. Il est très important d'avoir suffisamment d'attachements restreints pour mettre sur chacun de nos personnages. Parce que tant qu'on n'aura pas 2 attachements restreints sur chacun de nos personnages, ça ne fonctionnera pas. On ne va pas passer en phase B et du coup le deck ne va pas tourner. Donc j'ai rajouté 2 rondages, tout simplement parce qu'ils coûtent 0, donc je pourrais les jouer à n'importe quel moment du jeu, et surtout parce qu'ils s'attachent à n'importe quel personnage. Donc si jamais il y a un moment où vous êtes bloqué, vous n'avez pas assez d'attachement restreint, et que vous voulez impérativement à la fin du tour passer à l'étape B sur la phase B de votre contrat, avec le rondage, vous pourrez parfaitement mettre les attachements restreints là où vous voulez pour que vous ayez au moins 2 attachements restreints sur chacun de vos héros. Voilà. Donc là, on a tous les attachements restreints auxquels j'ai pensé et toutes les améliorations auxquelles j'ai pensé pour mes héros. Si jamais on parle des attachements, je pourrais parler des redressements. Non, je vais en parler juste après. Donc je vais en parler dans la 3e partie de ce Craft and Play. Un tout petit peu plus tard. Hop, on va ranger tous les attachements. Donc ça, ce sont les attachements. Maintenant, vous l'avez compris, il faut très vite 2 attachements restreints pour chacun de nos personnages. Donc l'objectif, ça va être de piocher très vite, très fort. Ça, vous me connaissez, c'est ma spécialité, j'adore piocher. Donc première chose, bien évidemment, pour aller chercher les armes et les armures, on va mettre ouvrir l'arsenal. Ça nous permet d'aller chercher dans les 10 premières cartes de notre deck une arme ou une armure et pouvoir la mettre dans notre main. Ça va déclencher toujours plus vite ceci. Après cette carte que j'essaie de jouer depuis excessivement longtemps et que je n'arrive jamais à jouer, et ben c'est Amitié Improbable. Vous ne pouvez la jouer que si vous avez un personnage unique Sylvain et un personnage unique nain. Donc c'est le cas de ces 2 personnages. De toute façon, hein, c'est Gimli et Legolas qui sont représentés sur le dessin. Donc on comprend bien le concept. C'est on va avoir le droit de à la fois piocher une carte et gagner une ressource, donc ça veut dire que vous réduisez la taille de votre deck. C'est comme si vous jouiez avec 47 cartes quand vous avez ça dans votre deck. Par le même principe, hein, j'ai mis un Nous ne sommes pas paresseux, vous le verrez à la fin, hein, je tombais pile à 49 cartes. Donc je me suis dit Nous ne sommes pas paresseux, c'est pareil, parce que ça va réduire la taille du deck. Donc grâce à ces 4 cartes, c'est comme si je jouais avec 46 cartes, j'aurai une plus grande probabilité de tomber sur mes 6 attachements restreints dont j'ai besoin pour améliorer le contrat en phase B. Ajoutez à ceci que éventuellement en fin d'un tour, si vous n'avez pas utilisé Gimli pour défendre et qu'il est redressé grâce à l'effet de Legolas, parce que ça arrive tous les tours, et ben vous pouvez aussi incliner Gimli pour faire gagner, puisque c'est un personnage nain, vous pouvez faire gagner une ressource à n'importe quel héros. Donc vous allez toujours les mettre à Legolas, puisque vous allez voir c'est les ressources énergie qui font défaut dans ce deck. À partir de là, qu'est-ce que j'ai rajouté? J'ai rajouté 3 marteaux à ennemis parce que ça vous permettra de faire piocher beaucoup de cartes dans ce deck. Et j'ai rajouté 3 lumières elfiques
parce que dans un premier temps, ça fera des cartes à défausser pour jouer la capacité de Legolas et redresser Gimli au passage. Mais en plus, dans un second temps, quand vous n'aurez pas besoin de vos ressources énergie, puisque ben, vous n'aurez rien à jouer, vous pourrez repiocher ces lumières elfiques pour pouvoir les redéfausser au tour d'après avec Legolas. Et enfin, dans un dernier temps, j'ai mis des anciens matomes parce que bah, ça fait piocher très vite. C'est pas mal. Donc avec tout ça, on va pouvoir piocher une bonne dizaine de cartes par scénario. Du coup, ça va encore beaucoup améliorer notre mécanique de jeu. On va passer maintenant au quatrième point de ce craft and play. Le problème, c'est qu'on n'a que 3 personnages, ici en l'occurrence 3 héros. Donc comment on va faire pour faire face à toutes les situations du jeu avec seulement 3 héros? Il faut les redresser. Là, le secret absolu, c'est les redresser. Donc pour les redresser, ben, moi j'ai mis 3 courages inattendus, parce que ça va vraiment, en général, on en touche un ou deux dans un scénario, mais dès qu'on le pioche, eh ben, c'est super sympa de pouvoir le mettre. Moi je le mets souvent sur Legolas parce que ça me permet de faire plusieurs attaques. Mais si jamais vous n'avez aucune solution pour redresser Éowyn, ça peut être super sympa de l'envoyer en quête tous les tours et de la redresser grâce à un courage inattendu. Et de l'avoir opérationnelle pour défendre soit avec un bouclier doré, soit pour faire une très grosse attaque avec Erugrim. Deuxième attachement auquel j'ai pensé, c'est l'anneau magique. Ça va nous permettre sur Legolas de gagner les ressources qui manquent au début de la partie, et aussi de le détaper éventuellement pour une seule ressource. Après j'ai pensé à Murivore. Le Murivore c'est simple, vous le mettez sur Legolas, toujours pareil, ça va lui permettre éventuellement de gagner une ressource, ça va lui permettre éventuellement de se redresser, de gagner un en volonté. Le Murivore il est il a plusieurs efficacités différentes, et surtout il y a une combo bien évidemment avec la lumière elfique. Non, pardon, c'est pas avec la lumière elfique, c'est avec la carte que je vous présente juste après, c'est celle-ci. L'héritier de Mardil, je le joue en un seul exemplaire parce qu'on ne peut l'attacher qu'à un personnage noble, donc ça veut dire ici n'importe quel personnage, puisque tous nos personnages sont nobles. Et lui, il va nous faire que quand le héros auquel il est attaché gagne n'importe quel nombre de ressources, on peut incliner l'héritier de Mardil pour le redresser, ce héros. Donc l'avantage, c'est qu'avec le Myruvor, par exemple, vous choisissez les deux effets. Il y en a un, vous faites gagner une ressource, et l'autre, vous mettez le Myruvor au-dessus de votre deck. Comme il a gagné une ressource Legolas, vous pouvez le redresser avec l'héritier de Mardil, et c'est comme si vous aviez fait 3 effets du Myruvor. Donc c'est trop cool. Ça marche assez souvent, notamment du fait que il y a Amitié Improbable qui va vous permettre, dès que vous avez joué à Héritier de Mardil, les Amitiés Improbables, vous pouvez les garder dans votre main. Ça vous fait carrément une solution pour dégager Legolas, et ce sera pareil pour Nous ne sommes pas paresseux. Vous pouvez très bien faire gagner une ressource avec Gimli pour redresser Legolas et pour faire une attaque de plus. Donc ça, c'est toutes les solutions de redressement auxquelles j'ai pensé. Il faut savoir que de base, ces deux-là, ils se redressent, donc ça va être encore plus fort. Avec Nivacrin, vous pouvez encore redresser des personnages. Ça fait que normalement, vous pouvez réutiliser vos personnages à de nombreuses reprises. Ça marche normalement plutôt pas mal. Les utilitaires. Alors les utilitaires, c'est la 6ème partie de ce craft and play. Il me restait environ 3-4 places dans ce deck. Moi j'ai mis une feinte parce qu'il y a toujours un moment où ça sert. De tester sa volonté parce qu'il y a toujours un moment où on est en très très grande difficulté. Je vous avoue qu'au début j'avais mis des plus forts que l'acier. C'est un événement... c'est un événement tactique. Vous inclinez une arme ou une armure et vous avez droit d'annuler un effet d'ombre. Alors le problème c'est que déjà les armes et les armures d'Éowyn on en a besoin, donc on ne peut pas les incliner, puisque normalement elles s'inclinent déjà, notamment le bouclier d'or et Erugrin. Voilà, il y a marqué incliner le bouclier d'or, donc le bouclier d'or il sera toujours incliné au moment où vous allez défendre. Et pareil pour Erugrin, quoi. Il est où Erugrin? C'était juste à côté. Erugrin. C'est pareil, il faut incliner Erugrin pour attaquer. Du coup, ça marchait pas du tout avec Éowyn. C'était pareil pour Gimli. Comme j'ai souvent des destriers bardés, je peux pas incliner le destrier bardé parce que c'est pas une armure. Et donc ça marchait pas super bien. J'ai fini par le virer. Donc du coup j'ai mis que ces deux-là, ça marche plutôt bien parce qu'il y a très très peu d'effets d'ombre, très très peu de maîtrise, de traîtrise qui vont vraiment vraiment vous gêner. Donc je pense que ça suffit. Et après mon plus grand regret dans ce deck, c'est faire le décompte. Parce que faire le décompte, c'est une carte que je n'ai absolument jamais jouée. Et dans ce deck, elle est parfaite quoi. Mais le problème c'est que j'ai pas de slot pour la mettre. Comme c'est pas un attachement restreint, et du coup
on va pas avoir tendance à vouloir l'avoir dans sa main de départ. Donc à chaque fois qu'on va l'avoir dans ses mains de départ, qu'on en ait une ou deux, on va relancer ses mains pour pas les avoir dans ses mains de départ. Cette carte, elle est vraiment super forte parce que typiquement, vous l'attachez à Legolas. Lui, il va tuer plein d'ennemis. Donc en permanence, il va gagner des tonnes de ressources. Et dès que vous avez la deuxième, vous pouvez la mettre sur Gimli. Et Gimli, comme ça, quand il voudra attaquer, il aura tellement de retard sur Legolas au nombre de compteurs de faire le décompte qu'il va attaquer comme un porc, hein. Les deux parties test où j'ai essayé avec cette carte, il attaquait à 9, à 10. Avoir Gimli qui attaque à 9 ou à 10, c'est vraiment cool. Notamment plus tard dans la partie, si vous l'avez encore un troisième, vous pouvez aussi le mettre à Éowyn. Et là, vous pouvez faire des attaques jusqu'à 27, 28, 29, puisque elle, de toute façon, elle ne va attaquer que une ou deux fois dans tout le scénario. Donc faire le décompte, c'était une super carte parce que Legolas va prendre une avance monstrueuse au nombre de dégâts et qu'après les deux autres héros vont pouvoir la rattraper. Donc si jamais vous aimez beaucoup cette carte et que vous cherchez comme moi à la jouer depuis très longtemps, quand vous jouez en multi, vous pouvez vous permettre de mettre 3 exemplaires de cette carte, ça va ralentir un peu votre jeu, mais c'est pas super grave. Par contre en solo, je vous avoue qu'il faut tellement aller tout le temps toujours plus vite et ainsi de suite qu'on n'a pas le temps d'aller chercher les faire le décompte. Mais pensez-y, cette carte elle est vraiment très forte. Dernière partie de ce Craft and Play, le numéro 7, on va parler des réductions de menaces, puisque le gros défaut de ce deck, c'est la menace. Il y a quelques scénarios sur lesquels ça ne passe pas parce que on n'a pas de solution pour réduire la menace. Que même si on commence relativement bas, hein, on commence à 26, il est possible quand même que des faits de jeu nous fassent monter très très fort. Donc je vous donne quelques solutions que j'ai mis dans ma réserve pour baisser la menace. Vous avez demi-tour, hein, vous perdez juste un tour pour aller réduire de 5 votre menace, c'est plutôt cool. La faveur du Valar qui permet, c'est juste une sécurité, hein, si vous n'en avez pas besoin. Vous vous en servez pas, l'avantage c'est que c'est neutre et que comme on a beaucoup de ressources sur Éowyn, c'est pratiquement une carte qui va rien coûter. Pareil, vous pouvez utiliser des veilles secrètes s'il y avait vraiment des très très gros ennemis, ça vous permet de réduire votre menace au moment où vous allez détruire l'ennemi, c'est plutôt cool aussi. Là dernièrement, étant donné que j'ai joué dans le dernier cycle et qu'il y a beaucoup de souterrains, mais c'est pareil pour les quêtes de montagne, pensez à Mon cœur se relève toujours, c'est un attachement qu'on joue jamais, parce que ça s'attache qu'à un personnage nain, mais ici on a un personnage nain. Quand on va voyager vers un lieu qui est montagne ou souterrain, on pourra redresser le personnage attaché et diminuer de 1 la menace, donc ça va faire perdre la menace en permanence, et si jamais votre personnage il est déjà engagé dans la quête, ça vous permet de le redresser en plus. La dernière carte auquel j'ai pensé qu'on joue jamais parce qu'elle est trop situationnelle, c'est bien renseigné. Il faut à la fois un personnage noble et un personnage éclaireur. Et ça vous permet pour 0, hein, quand vous engagez un ennemi au combat, vous diminuez de X votre menace. Et la menace, c'est la menace de l'ennemi engagé. Voilà, on a un deck qui est vraiment très très performant. Là, je vous avoue que pour l'instant, j'ai fait que des victoires avec lui. Donc du coup, je vais essayer de le faire. Je vais essayer de faire. C'est quoi le scénario? C'est le Temple maudit là, le dernier qui est un petit peu plus dur. Je sais pas si ça va bien marcher avec ce deck parce que il y a peut-être des effets d'ombre ou des attaques trop prématurées qui vont casser le deck. On va essayer de suite dans une partie de voir si ça peut passer. Donc je vous retrouve de suite pour la partie.